Et merci de rester à notre compagnie pour la seconde partie de New World Forum. Dans les livres, le pacte colonial est une division internationale du travail imposée par une métropole à ses colonies. Le pays colonial se spécialise dans la production et l'exportation de matières premières bon marché, tandis que la métropole lui vend des produits manufacturés coûteux. Mais derrière cette définition trop gentille, il peut se cacher un système et des pratiques qui tirent nombre de pays africains par les pieds. Pour tenter de comprendre davantage cette nébuleuse, nous avons fait appel à trois spécialistes que je vous présente. D'abord, Dr Paul Kofi Kpaye. Monsieur Kpaye, bonjour. Bonjour Gilles. Merci de nous retrouver. C'est la suite d'une série qu'on a entamée la semaine dernière. Vous êtes historien, enseignant-chercheur à l'Université de Lomé, ancien diplomate. Merci une fois encore d'être avec nous. Merci à toi Gilles. À nos côtés, juste à droite, le professeur Joseph Kofi Chigbe, historien aussi, maître de conférence, enseignant-chercheur à l'Université de Lomé. Monsieur Chigbe, merci. C'est plutôt moi qui vous remercie. Et notre troisième invité, Dr Foli Garaïkoué. Bonjour, merci. Historien, politologue. Ils sont tous des historiens, mais rassurez-vous, hein, ils ne racontent pas des histoires. La précision valait la peine d'être faite. Donc, on va parler du pacte colonial. Pour commencer, au fond, qu'est-ce que c'est, Dr Paye? Bien, le pacte colonial, quand vous-même vous avez commencé à le définir, on l'appelle encore le régime de l'exclusif. Et c'est un système qui consiste à ce que les puissances colonisatrices imposent à leurs colonies l'exclusivité du marché. Et dans ce pacte colonial-là, les colonies sont obligées de fournir les matières premières aux colons, à la métropole, et en retour, la métropole livre les produits finis à ces colonies-là. Et ce qui est encore compliqué dans cette situation de pacte colonial, c'est que les colonies sont interdites de production d'articles manufacturés et ce sont exclusivement les métropoles qui doivent fournir ces articles manufacturés. Et plus compliqué encore, c'est que le marché de ces colonies-là est exclusivement réservé à la métropole. Donc, aucune autre puissance n'a la main libre, ou bien les colonies-là n'ont pas les mains libres pour entreprendre quelque commerce que ce soit avec des partenaires librement consentis. Donc il s'agit d'une loi simplement commerciale, sans être juriste, je vais essayer quand même de m'aventurer sur le terrain juridique pour définir la notion de pacte. Parce que selon les dictionnaires juridiques, quand on parle de pacte, il s'agit d'une convention expresse ou tacite qui lie deux entités. Et quand nous parlons de pacte colonial, les deux entités en présence, c'est le pouvoir colonial d'une part et le territoire colonisé de l'autre. Alors, la question qu'on doit se poser, c'est de savoir si le pacte colonial, selon la définition que je viens de donner, était librement consenti. Non, de mon point de vue, c'est une convention tacite. Encore que dans la situation de colonisation qui régnait à l'époque, les territoires coloniaux n'avaient pas de choix. Donc c'est pour cela que, justement, quand vous prenez les documents d'économie politique, il est dit clairement que c'est un système qui a été imposé aux colonisés. Mais la précision que je veux apporter également, c'est que quand vous prenez tous les empires coloniaux à l'époque, ils avaient mis en branle le système du pacte colonial. Mais quand vous prenez l'empire colonial britannique, à partir des années 1850 déjà, ils ont mis fin à cela parce qu'ils ont constaté que à l'intérieur des colonies, il y a eu des récriminations et même les lobbies anti-colonialistes en Grande-Bretagne à l'époque avaient commencé à contester ces genres de pratiques, ce qui les a amenés à mettre fin à ce pacte colonial. Malheureusement, dans l'empire colonial français, ça n'a pas été le cas et les survivances, nous les vivons jusqu'à aujourd'hui. Docteur Ekwe, quand est-ce que ces pactes ont été conclus? Le pacte est-il juridiquement contraignant? Quelle est sa nature? Bon, en fait, je voudrais
sauter, rebondir sur la question que vous aviez posée tout de suite. Voulant savoir s'il s'agit d'une question juste économique et commerciale. Et pour dire que, en fait, d'abord, c'est un ensemble d'accords, de conventions signées dans la diachronie, déjà à partir de 1958, 1959 pour la précision, pour ce qui est de l'Empire francophone. Mais le terme même, pacte colonial, est objet à polémique dans l'historiographie. Parce que, déjà, il y a un paradoxe dans le concept. Le colonialisme n'est pas produit par une convention. Le colonialisme n'est pas de l'ordre de la contractualisation. C'était disons, un phénomène historique de fait. Alors, le pacte rentre dans le lexique du droit. Donc, ça veut dire qu'il y a consentement de parties qui mettent en jeu un certain système. Comment parler de pacte colonial si nous savons que l'époque dans laquelle ces accords ont eu lieu correspond justement à l'indépendance? Donc, c'est comme si nous étions dans un courant paradoxal où, au moment où les colonies devaient aller vers l'indépendance, ils contractualisent un système qui était né sans contrat, c'est-à-dire un système de domination, de fait. En sortant de ce système, ils le contractualisent. C'est cela, en fait, le paradoxe de ce pacte colonial. Mais il ne s'agit pas seulement de l'économie, pas du tout. Parce qu'il y a 4 grands secteurs. Il y a le secteur de la défense, le secteur de la diplomatie, le secteur économique, commercial et financier, pour ce qui est de l'Empire français, le franc CFA et toutes ses conséquences d'ordre macroéconomique. Et le dernier, celui dont on parle rarement dans les ouvrages, c'est le secteur culturel. Parce qu'on a oublié que le système d'éducation, tout le système d'éducation a fait objet d'accords entre États, entre nos États et l'État français. C'était sur du papier? Mais bien sûr, et quand on dit souvent que ce sont des ententes, tout cela, non, il s'agit d'accords écrits. Alors en 1959, pour ce qui est de l'Empire francophone, de l'AOF, vous découvrez, une fois que Sékou Touré a dit non à son référendum pour la communauté, et les autres États, le Cameroun compris, ont dit oui, ils ont commencé en 1959 à signer des accords. Et il y a eu toute l'histoire de la coopération qui a remplacé une communauté qui était en train de s'effriter. Et donc, ce sont des accords qui sont écrits. Moi, j'ai vu des accords où Houphouët-Boigny signait pour le Dahomey, signait pour le Burkina. Et c'est cela, en fait, c'est ce que vous voyez également dans le fameux livre « Foucault parle ». Le tome 1, vous le voyez également dans l'ouvrage de Frédéric Turpin qui explique sans prendre des gants le phénomène. Mais ce qu'il y a de tragique en ça, et je vais peut-être chuter ici, c'est que on a souvent parlé des grandes figures du panafricanisme, de la libération, mais on a parlé rarement des grandes figures de la collaboration. Et par collaboration, j'entends la démarche intellectuelle et politique consciente qui consiste à faire du mythe de la supériorité occidentale et française une réalité naturelle. C'est ce qui va conduire, je dis bien consciente. Lorsque on parle souvent des injonctions, oui, on a été obligé, tout cela, il y a une conscience. Prenez la déclaration de Léon Mba. En 1959, Léon Mba a dit que personne ne peut le séparer de la France. Il dit textuellement que si on l'oblige à prendre l'indépendance, c'est-à-dire accepter de sortir de la communauté, il va prendre le drapeau français, coudre dans un angle une partie des couleurs du Gabon pour montrer que c'est une filiation éternelle. Et je vais citer Houphouët-Boigny qui est allé plus loin à Addis Abeba en 1963. Lorsque Nkrumah, quand vous allez à Addis Abeba, vous allez voir les archives du grand sommet de 63. Bon, il y a un petit sommet en 64, ok. Celui de 63, vous voyez les archives. Après le discours de Nkrumah, Houphouët-Boigny vient, il démolit carrément toutes les propositions de Nkrumah et il dit que personne
et rien ne pourra nous séparer de la France. Nous sommes liés à la France par le nombril. Et nul ne peut nous séparer de la France, pour laquelle nous avons une admiration himalayenne. Je cite textuellement. Donc donc c'est un système conscient. Et la raison pour laquelle les gens ont fait ça, c'est qu'ils ont dit qu'en vertu de l'interdépendance des nations, il y a certaines nations qui ont naturellement le droit de guider les autres et qui ont donc le monopole de la matière grise, les autres ayant les matières premières. Et ils se sont dit que si l'Afrique se soumet à ces nations qui auraient, selon eux, le monopole de la matière grise, elle pourrait jouer loyalement un jeu dont elle bénéficierait. Bon, maintenant, aujourd'hui, nous avons la chance de faire le bilan rétrospectif pour voir si leur calcul a été bien fait ou s'ils ont commis des erreurs. J'aimerais apporter une précision. Parce que quand nous parlons du pacte colonial, il y a deux phases. Et la phase initiale est antérieure à ce dont parle mon collègue. La phase initiale, c'est la phase qui est née dans le courant du mercantilisme au XVIIe siècle. Et ça, l'histoire le dit clairement, au moment où, justement, les empires coloniaux ont commencé à amorcer l'ère de l'industrialisation, où il faut s'assurer l'approvisionnement en matières premières des industries naissantes en Europe. C'est ce qui va amener les empires coloniaux à se tourner vers les colonies pour pouvoir avoir la garantie du marché des matières premières. Et justement, c'est pour cela que je disais que dans l'empire colonial britannique, à partir de 1850 déjà, on va mettre fin à ce pacte colonial-là, puisque nous savons très bien que la Grande-Bretagne a été la toute première nation à connaître l'industrialisation. Et à partir du moment où la Grande-Bretagne s'est assurée des bases solides de l'industrialisation, et au regard des contestations aussi bien en métropole que dans les colonies, la Grande-Bretagne va mettre fin à cela. Maintenant, à partir des années 50, il y a eu la mouvance de la France-Afrique, puisque justement la France a commencé à voir venir les contestations, etc. Et donc, en prévision d'une éventuelle indépendance, la France, n'oublions pas que déjà à partir de 1946, il y a eu l'Union, et justement, l'idée, c'est de pouvoir faire en sorte que, par étapes, on puisse aller vers une certaine émancipation des populations. Et donc, à partir de 1950, quand vous lisez Verschave qui parle de la France-Afrique, vous allez voir que, et il a si bien dit, Houphouët-Boigny a joué un rôle important dans la mise en place de cette France-Afrique-là. Et donc, ils vont se positionner pour faire en sorte que, même si, éventuellement, il advenait que la France lâchait ses colonies, qu'il puisse y avoir un cordon ombilical qui lie la France à ses anciennes colonies. Et donc, c'est dans cette logique-là que, avec une communauté française, voilà, à partir de 1958, lorsque le général de Gaulle est revenu aux affaires, parce que justement, il y avait la guerre d'Algérie et tout, et la France avait besoin d'un homme charismatique pour pouvoir faire face à tous les problèmes auxquels elle faisait face. Et donc, à partir de ce moment-là, ils vont se dire, mais écoutez, on ne peut plus se contenter de rester dans un pacte tacite sans le matérialiser par écrit. Et c'est ça qui va amener à signer des accords pour que justement, au jour d'une Afrique indépendante, je parle de l'Afrique francophone notamment, que justement la France puisse continuer à entretenir ses relations privilégiées avec ses anciennes colonies. Oui, mais pour donc revenir au pacte colonial, pris comme tel, le nom même, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de méchant là-dedans? Il n'y a pas une servitude volontaire, qu'on signe un pacte pour être colonisé. Et moi, je trouve ça particulièrement insultant. Oui, le nom est est très embêtant, et Dr Ekwela a déjà commencé à le dire, puisque nous avons des colonies. Comment on peut parler de colonies qui, derrière, a une idée de domination et signer et parler encore de pacte qui est un accord, donc comme un accord entre deux parties. Donc, pour dire que pacte colonial, c'est une négation à la nature même des États africains.
Parce que moi, je me dis... Il y a une négation consentie, c'est là que... Oui, il y a des chantres de ce consentement qui ont été évoqués tout à l'heure, notamment Feu Boigny et Léon Mba, et entre autres, Senghor, voilà, qui ont été des chantres de ce consentement-là. Même le pacte colonial, moi je trouve que c'est un système qui rétrograde les États africains. Pendant la période coloniale, on peut supposer que les États, les territoires, les pays africains étaient encore des territoires sous domination, mais ce qui est encore écœurant, c'est que des intellectuels, l'élite politique africaine qui avait lutté pour l'indépendance de cette Afrique-là, cette élite politique-là, il y a une bonne partie qui a accepté ce pacte colonial, et ce pacte colonial qui a encore continué après les indépendances. C'est là où ça gêne. Parce que quand vous justement, prenez... est-ce qu'avec l'indépendance, ce pacte n'aurait pas dû être caduc? Non, mais en réalité, ce qu'il faut dire clairement, c'est que quand nous parlons de pacte colonial, c'est surtout par rapport à la période coloniale, puisque c'est sur le terreau de l'économie de traite que le pacte colonial a germé. Et cette économie de traite s'inscrit dans le contexte dans lequel l'impérialisme européen a émergé, où justement il faut venir sur un territoire qui n'avait pas l'habitude, par exemple, de cultiver du cacao, du café, etc. Or, justement, ces produits, les métropoles en avaient besoin pour faire tourner leur industrie. Donc, on impose ces productions-là à ces populations, alors que les populations étaient habituées à produire des produits vivriers de subsistance, etc. Donc, à partir de ce moment-là, on va dire, si nous arrivons quand même à leur exiger la production de ces cultures, alors finalement, on va les amener à accepter les produits manufacturés qui vont venir de nos industries. Comme cela, nous nous assurons la garantie, non seulement du marché, en matière d'approvisionnement de nos industries naissantes, mais aussi en matière d'achat, de consommation de nos produits manufacturés. Maintenant, à partir des indépendances, à partir de 1960, c'est vrai que le parler encore de pacte colonial n'aurait pas de sens, parce que la colonisation a pris fin et on pourra parler d'une notion galvaudée. Mais le problème, c'est que quand vous lisez certains auteurs, ils parlent plutôt pour montrer la pérennisation du pacte colonial, ils parlent du néocolonialisme en fait. Parce que justement, à partir du moment où les États ont accédé à leur indépendance, les colonies, j'allais dire, ont accédé à leur indépendance, il appartenait à l'époque aux anciennes métropoles de faire en sorte que par des voies détournées, qu'elles puissent avoir la même mise, continuer d'avoir la même mise sur les anciennes colonies. Et c'est comme cela que sur le plan politique, sur le plan diplomatique, sur le plan militaire, sur le plan économique, tout un système va être mis en place pour pouvoir quadriller les dirigeants de l'Afrique nouvelle, de l'Afrique naissante, pour pouvoir les amener à avoir des relations privilégiées avec leur territoire. Et justement, c'est là où le problème se pose avec acuité. Tous les dirigeants qui vont vouloir aller ramer à contre-courant vont être dans le viseur du cyclone. Oui, on va voir cet aspect tout à l'heure. Docteur Ekwe, est-ce que ces accords sont consultables? Que contiennent-ils? Est-ce que vous pouvez nous décrire brièvement ce que disent ces accords? D'accord. D'abord, je précise que les accords, les premiers accords qui rentrent dans le corpus du pacte colonial datent de 1959, dans le cadre de l'Empire francophone, dans le cadre de la formation de la communauté. Parce que si vous lisez les titres de la Constitution de 1958, qui parle de la commune, de son organisation, du secrétariat pour la communauté et de son office qui se trouvait à la présidence, vous lisez tous ces documents, vous vous rendez compte que, en réalité, il y avait une difficulté. En France, il y avait une difficulté sur la manière de coordonner tout cet ensemble, sur les compétences qu'il faut laisser au territoire et les compétences qu'il faut gérer. Donc, le général de Gaulle se retrouvait, presque après, il se retrouvait le président de la France, président de la communauté,
et participait à tous les conseils de ministres, tous les conseils de la communauté où même les questions de poste et de télécommunication étaient réglées. Donc les premiers documents sont d'ordre économique et monétaire. C'est la base. Et c'est des documents qui étaient paraphés. Normalement, tous les représentants des territoires devaient parapher. Mais c'est Houphouët-Boigny et quelquefois Senghor qui signaient. Bien entendu, la zone de l'AOF avait été déjà démantelée par l'accord cadre de Gaston Defferre. Donc les gens ont dit ils veulent aller à l'indépendance ensemble. Et pourtant cette loi déconstruit. Donc il y a les accords d'ordre monétaire et politique qui n'ont jamais été revus après 60. Et il y a un mécanisme que les Français et le Malgache, le Sénégalais, l'Ivoirien ont proposé. Bon, par ce mécanisme, vous voyez, par exemple, qu'on dit clairement les conséquences de l'union monétaire. Les matières premières stratégiques qui se trouvent dans ces États ont été répertoriées. Maintenant, on demande aux Africains, aux États africains, de fournir ces matières premières quelquefois par semaine, quelquefois par mois, et les bateaux venaient pour les ramasser, et personne ne payait. Les États ne prenaient pas de l'argent pour ça. Et comment est-ce que les matières premières qu'ils prenaient, que les Français prenaient, étaient remboursées à travers le déversement ensuite de certains produits manufacturés que les États listaient. Et listaient ensemble avec le secrétariat de la communauté. La Côte d'Ivoire a besoin de tel, le Sénégal a besoin de tel, et c'était comme ça. Maintenant, il y a toute une partie des accords sur la défense qui parle de l'autorisation a priori de circulation du matériel militaire, même matériel militaire dangereux, dans tous les pays de la communauté, sans autorisation. Je me souviens que lorsque les diplomates français avaient proposé cet article au gouvernement de Sylvanus Olympie au Togo, ils ont refusé. Ils ont dit non, c'est possible que vous fassiez passer sur notre territoire du matériel nucléaire, du matériel stratégique, mais autorisation au cas par cas. Donc il y a cette composante-là. Ensuite, il y a toute la question diplomatique, où on a demandé aux États, puisque il n'y a pas d'indépendance dans la communauté. C'est un fait important. Tous les États de la communauté avaient une seule possibilité de rentrer dans le monde international à travers la France. Donc c'est les diplomates français qui représentaient tous ces États dans toutes les instants, toutes les questions mondiales. Voilà, donc il y a ces accords. L'accord sur la diplomatie précise que partout dans le monde où il y aura question de ces États, il doit y avoir 3 diplomates français accompagnés d'un diplomate africain, pays par pays. C'est comme ça. Et le diplomate africain a joué le rôle de secrétariat, de secrétaire. C'est écrit noir sur blanc. Et les États, les dirigeants africains qui avaient accepté ça, savaient très bien, mais d'où est venu le déclic? Le déclic est venu en 1950, à l'Assemblée des Nations Unies de 1959. Vous savez très bien que Sékou Touré a pris l'indépendance. Sékou Touré arrive à New York avec une délégation de sécurité incroyable, où on lui déroule le tapis rouge. Il s'assoit à côté des présidents suédois, norvégiens et coréens, tout cela. Et les petits chefs d'État africains qui étaient les responsables sur le terrain étaient derrière les Français. Ils ont vu tout l'honneur. Après, c'est en décembre 1959 que son nom m'échappe, de Madagascar, a appelé le Sénégalais pour dire il faut absolument qu'on sorte de ce truc. Donc, est-ce qu'on est sorti de ce truc, comme vous le dites? Ces accords sont-ils encore en vigueur? Oui, ces accords sont en vigueur. Parce que quand je dis ces accords sont en vigueur, moi je veux partir d'abord de... Il sait ce qu'il dit. Je veux partir d'abord des années 62, avec les accords de défense qui ont été signés entre la France et des pays comme le Niger, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, entre autres. Et dans ces accords-là, il est bien clair, moi je veux bien approfondir ce qu'il a dit, même les matériels stratégiques dont la France avait accès, ces matériels stratégiques étaient interdits d'accès à d'autres.
dans ces accords, c'était bien contenu que c'est exclusivement à la France que ces matériels devaient être destinés. Donc maintenant, dire que ceci s'est poursuivi après les indépendants, c'est oui. Pourquoi nous parlons alors de néocolonialisme? Et puis je tiens à rappeler aussi que ces accords qui ont été signés noir sur blanc, certains de ces accords sont des accords secrets que même nous, la communauté des chercheurs, nous n'avons même pas encore trouvé aujourd'hui. Donc je peux dire que ces pratiques-là continuent sous d'autres formes, parfois des formes voilées, que nous ne pouvons pas dévoiler ici parce que nous n'avons pas encore totalement dépouillé les archives pour découvrir réellement qu'est-ce que contient ces accords secrets-là. Alors, ce que moi je veux ajouter par rapport à la pérennisation de ces accords, c'est que, en fait, ce n'est pas de façon fataliste que ces accords se poursuivent. Parce que, justement, au sortir de la colonisation, on avait deux types de dirigeants. Il y avait ceux qui étaient vertement ouverts au panafricanisme, donc des gens qui étaient conscients que l'indépendance politique seule ne suffisait pas. Il faut batailler dur pour aller vers une certaine indépendance économique. Voilà. Et en face, vous avez des gens qui acceptaient le panafricanisme du bout des lèvres. Et ces gens étaient, si vous voulez, des pions de la France dans le concert des chefs d'État africains. Et donc, par rapport à ces deux collèges, je peux l'appeler ainsi, mais les enjeux étaient différents. Et quand vous prenez des dirigeants comme Sylvanus Olympio, il a cité dans son intervention, c'est quelqu'un qui estime que, par exemple, pour ce qui concerne l'accord monétaire, il estime que son objectif d'indépendance économique ne peut jamais être atteint s'il ne se soustrayait pas de l'accord monétaire qui liait son pays à la France. Et donc ce qui va se passer, il n'était pas seul. Vous avez des gens comme Modibo Keïta qui aussi l'ont compris, mais justement, ils n'ont pas eu, comment on peut appeler ça, le punch nécessaire pour pouvoir affronter le rouleau compresseur de la France. C'est ce qui a fait que déjà à partir de 62, on lui a tapé dessus et puis il est rentré encore dans le rang. Lui, il a eu quand même la chance d'expérimenter la monnaie malienne. Mais à un moment donné, on lui a dit, mais écoute, cette histoire-là, il faut y mettre fin, sinon tu risques d'avoir des problèmes. Et il est rentré encore dans les rangs. Mais Sylvanus Olympio s'est inspiré de ce qui s'est passé d'abord chez Sékou Touré et chez le Malien Modibo Keïta. Et donc, il a pris toutes les mesures nécessaires pour ne pas avoir à se faire taper dessus pour rentrer dans les rangs. C'est ce qui a fait que quand la France a constaté que le gars s'est donné toutes les chances pour réussir, alors on a dit, ah, cet homme-là, il faut passer par... Il faut sortir les moyens. Il faut sortir ouvertement. Il faut sortir ouvertement. C'est ça. Donc, et il se dit qu'il avait frappé une monnaie qui devait ramener le 12 janvier 63. Justement. C'est la veille. Hein. Non, en fait, il devait envoyer son ministre de l'économie et des finances. Il les a envoyés selon... Non, ils ont eu à faire une première mission et ils devaient retourner le 14 janvier 1963. Le docteur, une délégation conduite par le docteur Imoru Hospice Coco qui devait s'y rendre et le 13, la veille, le président a été assassiné. Donc, cette mission qui devait sceller le divorce entre le Togo et la zone franc, ce voyage n'a plus eu lieu et c'est ce qui a fait que on a trouvé un autre moyen pour faire en sorte que le Togo puisse rentrer dans les rangs. Je ramène ma question encore. Est-ce que le pacte colonial est encore en vigueur, docteur Ekwe? Surtout qu'on a entendu sur certains médias la dernière fois que 14 pays africains continuent de payer les impôts coloniaux. L'impôt colonial, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ces accords... En fait, la question de l'impôt colonial est différente de la question du pacte colonial. Oui. Parce que l'impôt colonial, nous savons très bien, c'est la redevance pour toutes les structures que les colons ont laissées. Ils ne peuvent pas laisser des choses, les chemins de fer, tout cela, et puis ils s'en vont parce que dans l'indépendance. Il faut payer pour tout ça. Venez les enseigner. Donc, on continue de payer. Oui, mais écoutez, mais Haïti, c'est colossal et qui ont été soumises à un régime de fructibilité, c'est-à-dire à des taux qui font, si vous ne payez pas vite, les sommes augmentent. Haïti a fini de payer, vous savez en quelle année? En 1952.
Haïti qui a commencé depuis le 19e siècle. Donc, Au moins, eux, ils ont fini par payer. Bon, bref. donc certains de nos pays continuent de payer cet impôt. Tout à fait, tout à fait. Et l'impôt s'ajoute à la dette. À la dette publique, à la dette que nous avons, que nos États ont, dettes qui sont d'ailleurs dues au régime monétaire dans lequel nous sommes. Mais en général, quand je prends l'aspect culturel, l'aspect culturel est très important. On ne parle pas souvent de cela. L'université est construite suivant le modèle, mais je vous dis qu'il y a des accords puisque toute l'université a été construite et faite par les experts, les professeurs français dans les années 60. C'est eux qui ont formé les premiers professeurs, qui ont mis en place les facultés, qui définissaient les livres à importer, qui définissaient les thèses, les mémoires, les questions qui seraient importantes pour nous. C'est donc, même jusqu'aujourd'hui, je crois que dans les années 90, avant, en France, c'était le jeudi après-midi qu'on restait à la maison. Les Français ont dit que maintenant c'est le mercredi, le Togo a changé que c'est le mercredi. Bon, vous voyez? Donc ça veut dire qu'il y a encore cette emprise-là. Dans les universités, une question très simple. Pourquoi les thèses de Cheikh Anta Diop ne passent jamais dans les universités francophones? Presque pas. Pourquoi il n'y a pas de chaire sur les grandes recherches de l'Antiquité africaine dans les facultés d'histoire? Bon, vous savez qu'il y a un veto sur cela, sur l'école de l'égyptologie africaine qui devait être conduite par le doyen, le Congolais de Brazzaville, qui était disciple de Cheikh Anta Diop, Théophile Obenga. Cette école-là s'est éteinte, mais parce qu'il y a un veto. Quand vous prenez, par exemple, l'aspect diplomatique, normalement, les accords de la CEDEAO et certains accords au niveau de l'OEA avaient dit que tous les États devaient créer des groupes. Il y a des groupes aux Nations Unies, des blocs régionaux. Mais ces blocs régionaux devaient absolument donner leur vote, leur aval aux positions françaises, aux Nations Unies. Si ce n'était pas à cause de tout le cortège des États africains, les 16 pays aux Nations Unies, l'influence diplomatique française n'aurait pas eu lieu. D'ailleurs, c'est à cause de ces colonies que Churchill, avant de partir, a laissé un mémoire à Eisenhower, lui disant « Faites tout pour intégrer la France dans le Conseil de sécurité des Nations Unies. » Parce qu'on ne peut pas laisser le continent européen sans puissance nucléaire, sans puissance qui soit aux Nations Unies, et parce que la France avait toutes les colonies derrière. Et donc, ça c'est le domaine culturel et le domaine diplomatique. Il y a la défense. Oui. Il y a la défense que, à mon avis, c'est la question la plus importante. Parce qu'il n'y a pas d'État sans légion. La sécurité dans le Sahel, tous les pays, le Mali, il y a des accords de zones, parce qu'avant, dans l'Union française et dans la communauté, il y avait 3 zones. Il y avait la zone de l'AOF, la zone de l'AEF et la zone de Madagascar et Comores. Ces zones sont maintenues. Il y a des accords d'ordre, il y a des accords multilatéraux, et il y a des accords bilatéraux de défense. Moi, j'ai trouvé dans les archives françaises le plan de défense de la ville de Lomé. Et ce plan a été tourné contre Nkrumah. Les documents sont là, je peux vous les montrer quand vous voulez. Donc, c'était les Français qui faisaient la sécurité sur les frontières. Jusqu'aujourd'hui, les satellites, il y a des accords pour la sécurité satellitaire. Et nos pays payent des redevances. Vous surveillez, on leur envoie des photos. S'il y a un mouvement suspect, on leur dit. Et quelquefois, des mouvements suspects, on ne leur dit pas. Là, on dirait que c'est normal parce que avons-nous les moyens aujourd'hui d'assurer cette forme de sécurité? Non, on a les moyens. C'est une décision politique. Oui. Nkrumah, quand il est venu, il a voulu faire l'énergie nucléaire. Et c'est Sylvanus Olympio qui lui a filé l'esprit, qui lui a dit, il faut faire ça. Olympio voulait faire ça, il y a de l'uranium ici. On ne le dit pas, il y a de l'uranium. Oui, et on exploite l'uranium ici. Et bon, c'est avec l'uranium enrichi qu'on fait que les trucs, les Américains font le truc, la technologie nucléaire. Donc, on a les moyens, en fait. Je voulais revenir sur l'aspect pour dire simplement que, en fait, nos dirigeants avaient conscience du fait qu'il faut en sortir. Et c'est dans cet esprit-là, pour ce qui concerne l'Afrique, que le plan d'action de Lagos a été conçu. Oui. Sortir du pacte colonial, ça ce sera le dernier aspect, mais je voudrais qu'on dise un mot sur l'impact de ce pacte colonial sur la gouvernance. Est-ce que ça... Oui, le pacte colonial... Est-ce que ça influence? Oui, ça influence, dans la mesure où, dans ce pacte-là,
et tout le profit est tiré vers l'ancienne métropole, la France donc. D'ailleurs, même au temps colonial. Et que gagnons-nous? Qu'est-ce que nos pays gagnent finalement à travers ce pacte? Mais les hommes politiques se maintiennent au pouvoir. C'est ça surtout. C'est le maintien de ces hommes politiques qui ont accepté d'accompagner ce pacte colonial-là, ou bien de faire pérenniser ce pacte colonial-là. Donc je crois que de manière, si on veut prendre globalement... Je peux vous contredire, je prends un exemple, par exemple, le Bénin, qui fait partie des 14 pays qui continuent de payer l'impôt colonial, qui sont dans le pacte colonial. Mais au Bénin, il y a combien de présidents déjà? Non, il ne faut pas voir le passage des présidents pour dire que, oui, que ce pacte colonial ne continue pas. Le Bénin... On a différentes figures qui défilent à la tête du pays. Oui, cela... Voilà, c'est le comment qui est important. C'est le comment. Et quelles sont les relations entre ces dirigeants avec la France? Tout le monde a vu comment est-ce que le lobby, tout le lobby français s'est mis en place pour imposer, entre guillemets, Zinsou. Mais ça n'a pas marché. Mais justement, ce que moi je voudrais dire, c'est qu'il faut prendre des exemples au sortir de l'indépendance. J'ai cité tantôt le cas de Sylvanus Olympio. Il y a encore plein de dirigeants. Mais par contre, ceux qui étaient pour la thèse de la pérennisation du pacte colonial, vous avez vu comment ils ont duré au pouvoir. Prenez Houphouët-Boigny. Prenez Senghor. C'est des gens qui défendaient mordicus le pacte colonial, entre guillemets. Et donc, en contrepartie, on leur a assuré la longévité au pouvoir. Maintenant, prenez un type comme Sankara. Quand il est arrivé, il a vite fait de comprendre que mais ce système-là, il fallait mettre fin à cela. Et on a vu comment il a été éphémère au pouvoir. Donc, je veux dire simplement que, en réalité, la pérennisation du pacte colonial ou du néocolonialisme gère pour beaucoup la gouvernance politique sur le continent africain. Et c'est pour cela, ce n'est pas anodin. Vous prenez le cas de Blaise Compaoré, quand il devait chuter. Est-ce que vous vous êtes demandé comment on a pu les filtrer? Voilà. C'est ça. Des hélicoptères français. Voilà, justement. Parce que c'est la France qui vient au secours d'un bienfaiteur, au secours de quelqu'un qui a garanti pendant longtemps ses intérêts sur le territoire africain. Et donc, il faut lui retourner la pièce de la monnaie. Donc, dire que cela est indépendant de la gouvernance politique, c'est erroné. Parce que justement, ça s'inscrit, je l'ai dit tantôt, ça s'inscrit dans la droite ligne de la France-Afrique. Et quand vous prenez la France-Afrique en tant qu'entité, il a si bien dit, il y a des volets diplomatiques, militaires, économiques, politiques. Donc et on joue justement sur ces un gros aspects-là. mensonge quand Macron disait la dernière fois au Burkina Faso qu'il n'y a pas de politique africaine de la France. Non, ce n'est pas vrai. Prenez Hollande. Quand Hollande est arrivé au pouvoir, il a dit qu'en un rien de temps, il allait mettre fin à la France-Afrique. Mais on a vu ce qu'il a fait. Il a été l'un des présidents qui a contribué à la pérennisation de la France-Afrique. Donc, Voilà. docteur Donc, Ekoué, il y la a question ne se une pose différence plus en termes de est-ce que le pacte colonial a un impact sur la gouvernance, mais à quelle hauteur, hein? Oui, l'impact, il est là. En fait, c'est le pacte colonial là qui gouverne à travers des personnes et des régimes. Voilà. C'est cela. Bon, maintenant, jusqu'à quel point? Parce que tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Et il y a des gens qui s'y opposent. Mais nous avons dit que le point central de ce système, c'est le franc CFA. C'est le point central. Parce que peut-être on y reviendra un jour. Mais est-ce que ça change grand-chose? Je prends par exemple le cas de la Guinée, qui n'a pas le franc CFA, mais qui n'est pas... Non, attention. Il faut, non. C'est pour cela que je dis qu'il faudrait rentrer dans les détails. Il faut voir quelles sont les devises étrangères qui stabilisent la monnaie guinéenne et quels sont les accords de stabilisation. C'est ça qu'il faut voir. Il a parlé du cas malien. Le Mali est sorti, mais il avait un système qui était semblable au système de Madagascar, avec une remise des comptes d'opération. Donc ça dépend de la formule de coopération monétaire. Mais cette coopération monétaire, c'est ce qui détermine le commerce de nos États. C'est ce qui détermine la puissance militaire, la puissance diplomatique, la puissance culturelle. Ça détermine tout. L'économie est séparable. Et tant que nos États n'auront pas résolu le problème monétaire, on a fait une estimation de l'argent qui arrive au trésor français par an. Vous savez, les devises africaines en France aujourd'hui peuvent servir tout de suite pour faire de l'Afrique francophone
un pays développé comme la Suisse. Ah bon? Oui. Et la France est rentrée dans le groupe des 5 pays possesseurs de plus gros stocks d'or au monde. Mais le territoire français n'a pas d'or, il n'y a pas d'or. C'est un territoire qui recèle de ressources aurifères. Et c'est l'or de l'Afrique, c'est l'or du Burkina, c'est l'or du Congo, c'est l'or du Mali. C'est l'or de l'Afrique, en réalité, qui stabilise même l'euro. Vous croyez que ce système va changer parce que les gens sont contents? Il va changer dans le cadre d'un rapport de force où les Africains doivent dire, écoutez, on ne peut pas avoir nos populations, des millions, des milliers de femmes sans couverture médicale, des gens qui meurent pour le paludisme, et dire qu'on a toujours besoin d'argent. Il va falloir qu'on rapatrie cette devise et qu'on trouve un système monétaire qui sera basé sur nos ressources. Et ça, c'est une question de courage politique. Ouais, ça, vous tendez la perche. Et surtout, ce qui est compliqué, oui, vous posez la question réserves. en même temps. Est-ce qu'on peut sortir de ce pacte colonial? Et comment? On va terminer avec cette question. Oui, moi je dis d'abord les réserves des pays africains qui se trouvent au trésor français. Ce qui est aberrant, les Africains n'ont pas droit sur toute cette réserve-là. Ils n'ont que 16% à prendre dans cette réserve-là. S'ils veulent aller au-delà de 16%, il faut faire des emprunts. Gilles, moi j'ai mon argent à la banque, je viens chercher de l'argent, on me dit que je ne peux que prendre ce pourcentage-là. Si je veux aller au-delà, il faut que je fasse un prêt à des intérêts exorbitants. Ouais. Là, ça c'est compliqué. Maintenant, revenir pour dire que si on peut sortir de cet engrenage-là, moi je dis oui. Parce qu'il nous faut des dirigeants courageux. Est-ce qu'on en a? Il nous faut d'abord il nous faut des dirigeants courageux. Parce qu'une société civile courageuse. Oui, et puis un changement de mentalité. Est-ce que c'est une affaire de dirigeants? C'est pas une affaire de tout le monde finalement? C'est une affaire de dirigeants, c'est une affaire de tout le monde. Parce que nous, dans les pays africains, moi j'ai fait un constat, on a un problème de mentalité collective d'abord. Et d'abord individuelle et collective à la fois. Parce que il faut que les Africains arrivent à savoir que nous pouvons faire avec ce que nous avons. Nous pouvons avoir une autonomie vis-à-vis de nos partenaires occidentaux. Et ça, pour le faire, ce n'est pas le déclarer ou bien faire de beaux discours, c'est de prendre des actes vraiment courageux. Parce qu'aujourd'hui, si l'Afrique, sur le plan industriel, n'en a pas, ce sont les conséquences du pacte colonial. Ouais. Donc aujourd'hui, il faut vraiment qu'on prenne conscience et avoir des dirigeants... Comprendre les taureaux par les cornes. Hein. Oui. Est-ce que c'est possible? Pour moi, je dis oui et non. Oui et non à la normande. Oui, d'abord parce que, en réalité, quand vous suivez un peu l'actualité dans les différents pays, les sociétés civiles qui se mobilisent pour dire il faut qu'on mette fin à une situation qu'ils considèrent comme étant inique, je me dis que le salut peut venir de là. Parce que quand nous voyons un peu les dirigeants que nous avons, je veux parler des chefs d'État, je n'en vois pas trop qui ait ce courage politique pour dire trop c'est trop, à la manière de Sankara, par exemple, ou à la manière des pères des indépendances africaines. Je n'en trouve pas. Parce que justement, nous sommes encore à ce stade où plusieurs dirigeants sont prêts à aller faire allégeance à l'ancienne métropole. Et donc, à partir de ce moment-là, je pense que le salut ne viendra pas de nos dirigeants. Mais la société civile, vous l'avez si bien dit, peut faire quelque chose pour faire bouger les lignes. Maintenant, non. Et parce que les tentatives, il y a certains chefs d'État qui sont dans un afro-pessimisme béat et ils ont voulu, pour contourner la chose, au lieu d'aller affronter la situation, ils ont voulu contourner la chose en s'inscrivant dans la multiplicité des partenariats économiques. C'est ce qui a fait que vous avez beaucoup de chefs d'État ou beaucoup de nos pays qui pensent que le salut pourra leur venir de la Chine, par exemple. Or, justement, quand vous voyez un peu la nature du partenariat que la Chine propose avec nos chefs d'État, nos pays, vous allez voir que c'est pire. Et donc, je me dis, est-ce qu'on ne veut pas, on n'est pas dans une logique de vouloir corriger un mal par un mal plus grave. C'est vrai, la multiplicité des partenariats, faire en sorte que les partenariats soient bilatéraux ou multilatéraux, c'est une très bonne chose.
Mais je me demande si on a suffisamment réfléchi à ce que, ou à la solution qui nous vient de la Chine. Parce que quand vous voyez un peu, la Chine dit, mais écoutez, moi je n'ai pas un passif colonial vis-à-vis de vous. Donc, je peux vous accompagner en se basant sur la conférence de Bandung pour dire qu'à la conférence de Bandung, on était tous des pays non alignés, des territoires non alignés et on s'est promis mutuellement assistance au jour de l'émergence d'un d'entre nous. Donc je viens au nom de cette conférence de Bandung pour pouvoir vous assister. Or, on se rend compte que, justement, la façon dont les ressources sont exploitées par la Chine sur le continent africain, vraiment, on se demande ce que la génération qui va suivre va... On va prolonger la discussion. Docteur Rukwe, on finit avec vous. Juste deux mots. Est-ce que les Africains sont indéfiniment... comment on dit, prédisposés à être colonisés? Cette question non, une minute. Actuellement, il y a une prédisposition. Parce qu'il y a une lenteur une lenteur à réagir au mal qu'on subit. Oui. Mais cette prédisposition n'est pas éternelle, elle n'est pas temporelle, elle est venue dans le temps et elle peut aussi disparaître. Bon, les Africains peuvent réussir. Mais moi, je voudrais dire que on n'est pas obligé de réussir en piétinant un État comme la France ou en voulant détruire nos partenaires européens. Ce sont des nations qui sont importantes pour l'équilibre mondial. Et on doit pouvoir, puisque au-delà de l'Afrique, de la France, il y a un problème de paix mondiale qui se pose. Oui. On doit pouvoir trouver une coordination des ressources et une formule de gouvernance mondiale qui permette à toutes les nations de bien vivre. Oui, c'est dans ce sens-là qu'on doit peut-être lancer une nouvelle attaque diplomatique, une nouvelle offensive diplomatique pour résoudre ce problème. Et c'est en cela que vous m'avez soufflé un thème pour une prochaine émission. Merci pour votre participation. Nous arrivons à la fin de notre émission. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur votre chaîne. À très bientôt.